et qui, dans un ouvrage que je suis absolument incapable de dire le nom ne parlant pas allemand, et donc vous voyez comme c'est compliqué, mais il définissait la bioéthique comme l'éthique des relations entre l'homme et le vivant, et que c'était fondé sur l'impératif bioéthique qui était de respecter fondamentalement chaque être vivant comme une fin en soi et de le traiter en conséquence dans la mesure du possible. Ça, c'était en 1927. Cependant, ce terme était tombé, enfin, je ne pense pas qu'il ait été très connu à l'époque. Il a semblé être redécouvert par Potter en 1971 et il définissait la bioéthique comme la science de l'équilibre entre l'homme et la nature, un pont pour l'avenir de l'humanité. Diapo, s'il vous plaît. Revenez en arrière d'une diapo, s'il vous plaît. Vous êtes allé trop vite, oui. Alors, oui, c'est bon. Diapo suivante. Alors, on peut se demander, est-ce que, justement, cette notion de bioéthique, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est, comment dire, elle est partie prenante de notre vécu, de nous, Africains? Nous reviendrons après sur l'évolution du terme, mais à l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'éthiciens, de philosophes, en tout cas d'Africains, qui s'interrogent et qui même remettent en question l'universalité de la conception occidentale de la bioéthique. Certains remettent en question tout simplement parce que, certaines fois, le concept d'autonomie, tel qu'il est conçu au niveau de l'individu, au niveau de l'Occident, ne reflète pas forcément, ne recoupe pas forcément les réalités de nos communautés, les réalités de notre vécu. Et il y a un plaidoyer de plus en plus pour ce qu'on intègre des concepts qui pourraient être tels que Ubuntu, ou Maya, ou Nitl. Je reviendrai sur ça parce que Ubuntu, ça pourrait se traduire par l'humanitude, ou la vie en harmonie. Cette notion d'humanitude, c'est une notion d'interdépendance des êtres humains entre eux et qui se caractérise par une recherche permanente de rapports non conflictuels, apaisés, tendant vers un consensus avec les autres. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait de prôner une coexistence harmonieuse entre les êtres vivants et l'environnement, dans le sens le plus large du terme. Mais si on revient au concept d'Ubuntu, c'est quoi, dans la langue zoulou, ils disent, et je le lis parce que je ne le retiens jamais puisque je ne suis évidemment pas zoulou, Ubuntu, Ngubuntu, Ngabantu. Et ça veut dire, je suis parce que nous sommes. Je me définis à travers vous. Mais ça revient aussi à notre concept Olof, Nit, Nitay Garabam. Là, nous, on connaît. On dit que l'homme est le remède de l'homme. On ne peut pas se réaliser sans les autres. Donc ce concept-là, il va un peu en déphasage avec le concept d'autonomie individuelle et des fois, ça pose problème, nous-mêmes, dans l'application parfois de l'éthique. Diapo suivante. Mais revenons au concept d'évolution, à l'évolution du concept de bioéthique. En fait, il s'est développé surtout à travers les sciences biomédicales, avec certains auteurs qui définissent la bioéthique exclusivement dans le domaine médical. Par exemple, David Roy disait que c'est l'étude des comportements désirables, souhaitables, dans les interventions médicales et biomédicales dans la vie humaine. D'autres élargissent la portée. Par exemple, Gilbert Ottois dit il s'agit de questions à dimension éthique, suscitées par la montée en puissance des interventions technoscientifiques dans le monde vivant, mais surtout, mais pas exclusivement, les êtres humains. Donc c'est quand même toujours technocentré. Mais cette focalisation sur les sciences biomédicales a eu pour conséquence, à un moment donné, vraiment une séparation par rapport au concept de bioéthique, et ça a poussé certains qui s'intéressaient à d'autres domaines, par exemple, à créer l'éthique environnementale. Diapo, s'il vous plaît. Et donc, la prise de conscience des enjeux environnementaux et l'avènement du concept de développement durable ont induit un rapprochement entre les deux approches de la bioéthique.
D'autant plus qu'en 2005, quand on se rapporte à la Déclaration universelle de la bioéthique et les droits de l'homme, l'article 1 disait que cette déclaration traite des questions d'éthique posées par la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées, appliquées aux êtres humains, en tenant compte de leurs dimensions sociales, juridiques et environnementales. Donc, ce n'était peut-être pas aussi large que les premières définitions, mais quand même ça élargissait au-delà du domaine biomédical. De plus en plus, quand même, on assiste à un retour aux origines du mot bioéthique en élargissant le concept pour inclure les êtres humains ainsi que tous les autres êtres vivants et leurs relations avec les écosystèmes. Et là, maintenant, on parle de Global Ethics, qu'on traduit par bioéthique globale. Et si vous regardez à la diapo suivante, donc celle-là, le document fait par l'OMS et qui s'intitule, et j'ai pris le titre de document parce que justement je voulais qu'on en parle, la bioéthique à l'UNESCO, faire de la bioéthique l'affaire de tous. Parce que c'est réellement l'affaire de tous. Ils définissent la bioéthique comme une analyse des questions éthiques soulevées par les sciences de la vie, les technologies et leurs applications, la médecine et les politiques de santé. C'est une réflexion qui prend en compte tous les champs affectés par les avancées scientifiques, touchant les êtres humains dans leurs dimensions sociales, juridiques et environnementales. Donc là, vous voyez qu'on n'est plus que uniquement dans le domaine médical, parce que là aussi on revient dans l'interdépendance. Alors, sur les deux diapos, je vais passer rapidement, mais on va s'arrêter quand même une seconde, parce que, évidemment, mes prédécesseurs ont largement défini ce qu'était l'édition génomique. Mais je voulais juste revenir sur le fait que, comme disait le professeur Ndiaye, ça date de très longtemps. C'est depuis les années 70, en fait, on fait de l'édition génomique, à savoir la modification du génome d'une cellule, qu'elle soit d'origine humaine, animale ou végétale. Et le fait de pouvoir les couper par des nucléases. Mais ce qui a changé, en fait, depuis quand même 2012, c'est le fait que, comme elle a eu à nous le dire, la facilité de la technique CRISPR, son accessibilité à cause de son faible coût, de sorte que cette technique est présente dans pratiquement tous les laboratoires qui ont un minimum de niveau, en tout cas tous les laboratoires de biologie moléculaire, s'ils le veulent, ils accèdent le lendemain à la technologie CRISPR. Ça veut dire que là, il y a un changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, comme on vous l'a dit, a des conséquences parce que, en fait, on ne voit pas encore les limites de ce qu'on ne pourrait pas faire. Diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous êtes allé un peu trop loin, diapo précédente, voilà. Dans le domaine de l'édition génomique, on a parlé du domaine clinique, certes avec le remplacement de gènes défectueux ou une inactivation, simulation de gènes pour traiter des maladies, les thérapies géniques. Elles sont très en vogue, mais ça ne s'arrête pas à cela. Nous allons avoir notre collègue qui va parler j'imagine, du domaine de l'agroalimentaire, avec par exemple des productions d'espèces améliorées. Il semble actuellement, par exemple, qu'il y a des expériences en Argentine et au Uruguay de production de moutons et veaux génétiquement modifiés en vue d'augmenter leur masse musculaire. La masse musculaire veut dire que vous aurez des animaux plus gros, plus de poids, plus de revenus. On parle également de pouvoir avoir dans l'agronomie, se débarrasser des herbes nuisibles en créant des espèces végétales qui permettent de limiter les espèces envahissantes. Donc ça, c'est des choses. Le professeur Gassama a également parlé de la création de moustiques génétiquement modifiés pour éliminer l'une des espèces vectrices de maladie ou alors la rendre incapable de transmettre la maladie. Donc vous voyez que le champ est vraiment très large. Diapo, s'il vous plaît.
Et juste pour vous donner une idée de l'ampleur de l'utilisation de cette édition génomique, rien que dans le domaine des essais cliniques, depuis 1985, il y a eu plus de 2000 essais cliniques qui ont été initiés. Et déjà, une dizaine de médicaments innovants de thérapie génique ont été approuvés, dont le premier, le Glibera, était contre le déficit familial en lipoprotéine lipase, qui a été commercialisé en 2012. Il a été arrêté ensuite et retiré par manque d'utilisateurs. Mais pourquoi manque d'utilisateurs? Quand je suis allée m'intéresser dans cet article-là, j'ai vu le coût d'un traitement, par exemple, par l'un des traitements, on annonçait 1 million d'euros, 600 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je préfère le dire d'ailleurs, je pense en CFA, parce que je crois que ça sera plus marquant. 1 million d'euros, ça fait combien en CFA? Près de 650 millions de francs CFA pour un traitement. C'est vrai que pour le parent qui a son enfant malade, c'est inestimable. Même plusieurs milliards ne sauraient être. Mais regardez à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde, comment on pourrait, comment dire, la différence d'égalité, de possibilités et de choix que ça va créer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Ça veut dire qu'on doit réfléchir également à comment éventuellement prendre ça en charge. La diapo suivante. Donc, si on en revient aux enjeux éthiques de l'édition, on va avoir des enjeux liés à la sécurité de la technique. On en a parlé rapidement. Parce qu'en fait, c'est vrai que cette technique, elle n'est pas encore complètement comprise. Je ne sais pas si elle le sera un jour, parce qu'elle c'est le vivant, c'est la recomposition. Vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir uniquement des coupures là où vous le souhaitez. Il y a eu des démonstrations chez les souris de risque de coupures hors zone avec création de mutations qui se sont révélées délétères. Ensuite, vous pouvez couper exactement là où vous voulez, mais l'interaction des gènes étant très complexe, on est loin d'avoir complètement compris en quoi la suppression d'un endroit dans un gène pourrait potentiellement avoir une répercussion ailleurs. On s'en est rendu compte là aussi, lorsqu'il y avait les enfants bulles, qu'on a pu sortir de leur bulle. C'était des enfants qui n'avaient pas de système immunitaire, donc comment dire, qu'il fallait garder dans des bulles pour éviter qu'ils se contaminent parce qu'ils mouraient à la moindre contamination. Donc on était très content de pouvoir trouver une thérapie génique qui leur permettait de sortir de la bulle. Donc c'est vrai, mais on a eu un cas, enfin, je ne sais pas si c'est un seul, mais en tout cas ce cas-là, je l'ai lu, où cette thérapie génique a entraîné la suppression d'un suppresseur de cancer, enfin, et il a développé une leucémie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peut-être sortir cet enfant ou le faire, mais ça veut dire qu'il faut savoir que le fait d'intervenir à un endroit peut avoir une répercussion inattendue parce que non connue et que ce n'est qu'avec le temps qu'on le saura. Ensuite, les enjeux qui sont liés... oui, alors, la dernière chose, par exemple, par rapport à la sécurité, c'est les réactions à long terme des cellules modifiées. On n'en sait rien, on n'a pas assez de recul. Donc, peut-être que ce qu'on voit aujourd'hui qui semble positif, sur le long terme, peut amener peut-être des complications. Mais ça, c'est les études qui nous permettront de le montrer et il va nous falloir du temps. Les enjeux liés à la modification du patrimoine génétique humain. La peur la crainte vraiment fondamentale, c'est le fait d'avoir des modifications génétiques qui sont transmissibles à la descendance. Et c'est pour cela que tant que vous travaillez sur des cellules somatiques ou à l'échelle d'un individu pour soigner un gène défectueux, je pense que ça peut se comprendre. Quand vous commencez à vouloir travailler sur les cellules germinales, là, il y a problème. Or, il se trouve que, comme on dit, il y a un manque d'encadrement juridique d'abord, et quand il existe, il n'y a pas une unanimité. La Convention d'Oviedo en Europe vous dit
écoutez, on ne doit pas travailler sur des embryons qui soient viables et qu'on puisse transplanter, certes. Mais en même temps, si vous laissez travailler sur des cellules germinales, mais il faut bien qu'après, vous puissiez savoir l'impact de cela sur l'embryon qui va venir. Donc, certains pays, par exemple, sont plus permissifs, d'autres ne le sont pas. Il n'y a pas d'unanimité. Et en fait, vous pouvez, en vous déplaçant dans un pays plus tolérant à certains types de pratiques, élargir vos possibilités. Et donc, va se poser le problème de l'acceptabilité sociale de la modification du patrimoine commun de l'humanité. Ça, c'est le terme de l'UNESCO. C'est quelque chose qui nous appartient, tel que nous sommes aujourd'hui, qui sommes issus d'une longue évolution qui aboutit à l'Homo sapiens tel qu'on le connaît. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de pouvoir changer ce patrimoine commun? Mais on en a parlé également. L'une des enjeux éthiques, c'est la possibilité de dérive avec des modifications génétiques de confort, à savoir, ce n'est pas forcément une question de vie ou de mort, ce n'est pas une question de maladie, c'est parce qu'il y a des préférences parentales, il y a peut-être même une envie d'avoir un être qui corresponde à des critères bien précis. Et ça fait passer au tristement célèbre, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la définition de l'arien parfait, qui était grand, blond, yeux bleus. Et si on se mettait maintenant à définir l'être humain parfait en lui donnant des caractéristiques? Donc, risque de dérive eugéniste, de sélection, en se disant on va se faire une sélection sur des critères que nous allons définir comme correspondant à l'être parfait. Et on va essayer d'augmenter effectivement certaines capacités, l'être humain augmenté, mais jusqu'où? Ce qu'on souvent on n'entend pas également, c'est les enjeux liés à l'environnement, l'impact sur la biodiversité. Et ça, on en revient à l'éthique environnementale, que souvent, quand les gens qui parlent d'éthique biomédicale, cet aspect, ils ne l'étudient pas forcément, ils ne l'intègrent pas dans leur réflexion. Or, c'est vrai qu'on peut envisager de régler certains problèmes de maladies infectieuses par l'édition génétique. Le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment d'études qui montreraient l'impact sur la biodiversité. Rien ne dit que quand vous allez agir sur tel moustique pour pouvoir éliminer telle maladie, que ça ne va pas le rendre permissif à tel virus autre que vous n'aviez pas envisagé et qu'il va devenir autre chose que... D'autant plus il n'est pas dit que vous ayez la possibilité de pouvoir éliminer, même en éliminant toute une espèce. L'expérience a montré également que le plasmodium, il est très éclectique, il utilise plusieurs vecteurs et que des fois, quand il y avait tel vecteur qui disparaissait, il y avait un autre qui ressurgissait. Donc, si on dit qu'on va éliminer Anopheles gambier et qu'on se rend compte que finalement, le vecteur, le paludisme se transmet par Anopheles funestus, ah bon, on va éliminer également funestus. Et s'il passe à un autre, est-ce que finalement, il faut éliminer tous les moustiques? Quand on les élimine, tous les moustiques, est-ce qu'on ne touche pas dans l'ensemble de la chaîne alimentaire à un autre animal qui avait un équilibre et qui va poser problème? Donc, ça, c'est des études de longue haleine qu'il va falloir pour pouvoir quand même avoir des réponses. Et ce qu'on ne sait pas également, c'est quand il y a échappement. S'il y a échappement et mélange avec la faune sauvage, qu'est-ce que ça va donner? On a eu des études sur les saumons, les élevages de saumons qui étaient avec des gènes modifiés pour avoir une croissance en 1 an au lieu de 3 ans. Et donc, comme en Europe ou ailleurs, le saumon est très apprécié, ça permettait de pouvoir... Sauf que parfois, ils s'échappaient et ils se retrouvaient dans les océans. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des brassages avec les saumons sauvages, avec possibilité justement d'amener une surproduction. Un élément qui devait croître en 3 ans, 4 ans,
Si vous le mélangez avec un élément qui, dans votre bassin restreint, se mélange 2 fois, enfin, se multiplie 10 fois plus vite, vous le récoltez et vous le vendez. Mais s'il se retrouve en surproduction dans l'élément naturel, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que ça devient pour les autres? Donc, c'est des enjeux. Maintenant, les enjeux sociaux et économiques, c'est qu'il faut en permanence penser aussi à l'augmentation des inégalités. Et les dérives hégémoniques, à savoir des personnes qui s'accaparent de choses. Ce n'est pas récent, hein, ce n'est pas nouveau. On a vu avec les OGM que parfois, il peut y avoir des pays entiers qui se retrouvent sous la coupe d'une grosse industrie, parce que tout simplement, les graines qu'elles doivent semer sont uniquement des graines qui ont été modifiées et qui appartiennent à une seule industrie. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver, si vous ne faites pas attention, à avoir peut-être le monde entier sous la coupe de quelques industries qui auront les brevets pour pouvoir semer telle ou telle espèce. Mais il ne s'agit pas seulement de l'agriculture, ça c'est le domaine de l'agriculture. Mais dans le domaine justement des gènes de maladies, on a parlé tout de suite des gènes BCRA 1 et 2. Il faut que vous sachiez que ça a posé, jusqu'à présent, je crois que ce n'est pas fini, ces médias, l'affaire, j'ai oublié le nom de la société, toujours est-il qu'ils ont, comment dire, fait la séquence de ce gène, ils l'ont breveté, et après, vous ne pouviez plus avoir la possibilité même de fabriquer un test. Tout ce que vous faisiez qui touchait ce gène, il fallait payer. Ça veut dire que si ici on veut mettre en place, et c'est très possible de le faire, un test diagnostic basé sur des gènes BCRA2, si vous ne payez pas les royalties, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que vous allez avoir une exclusivité, une hégémonie, et on revient à la problématique de la brevetabilité du vivant. Est-ce que le fait de découvrir un gène, c'est une invention? Ou est-ce que c'est la technologie qui permet de le découvrir qui est l'invention? Jusqu'à présent, ce n'est pas réglé, ça fait l'objet de batailles juridiques qui sont absolument très complexes et qui continuent jusqu'à présent. Slide. Alors, en définitive, on va avoir cet équilibre, cette balance qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir discuter. C'est une balance entre l'espoir de traiter, d'améliorer certaines maladies, d'avoir des bénéfices en termes de prévention de maladies transmises par des vecteurs, d'avoir des bénéfices en termes d'amélioration de la sécurité alimentaire et peut-être d'élimination d'espèces végétales nuisibles. On a vu par exemple parfois certaines algues qui, quand elles colonisent un endroit, le rendent impraticable, les plages on ne peut plus y accéder tellement ça envahit tout. Mais en face, on va avoir également des valeurs. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a une sacralité du patrimoine génétique? Il y a certains bioéthiciens qui, à l'heure actuelle, vous disent, vous savez, si ça peut servir à sauver des enfants qui autrement... Pourquoi est-ce qu'on dirait que le patrimoine génétique est sacré? Mais le problème, effectivement, c'est les risques de dérives graves avec cette approche transhumanisme des hommes augmentés. Est-ce qu'on va savoir s'arrêter au traitement ou est-ce qu'on va aller jusqu'à vouloir augmenter les capacités de l'homme? Le problème aussi, c'est le risque de mosaïsme, à savoir le fait que quand vous changez dans un organisme des gènes dans une cellule, il n'est pas dit en fait que ça se répercute dans l'ensemble des cellules. Et parfois, vous avez des organismes qui se retrouvent avec des parties de ci, des parties de ça. Et ça, on n'a pas encore réellement compris quel problème ça allait apporter et comment on pouvait contrecarrer cet effet-là. Là, j'avais déjà parlé de l'augmentation des inégalités avec le brevetage de gènes, mais aussi le risque de disparition d'espèces et des impacts qui sont irréversibles sur la biodiversité. Parce que le problème, il est là. C'est que parfois, pourquoi, effectivement, je comprends qu'on puisse demander
de ralentir le rythme, c'est que il y a pour certains types d'interventions, ce sera l'irréversibilité. On ne pourra pas forcément revenir en arrière. Diapo. Et donc la question, c'est qui doit faire ces choix? En définitive, à quel moment on dit qu'on va passer le pas pour ceci et pas pour cela? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'évaluer la balance bénéfice-risque pour chacune des potentielles applications de ces techniques d'édition génomique. Il y a un changement en fait de paradigme où nous, en tant qu'éthiciens, en tout cas pratiquant l'éthique dans le cadre de la recherche en général et appliquant un petit peu les grandes lignes concernant l'éthique, à savoir l'impact, la balance bénéfice-risque pour l'individu. Mais là, pour cette intervention, il ne s'agit pas de l'individu tout seul, il fait partie d'un ensemble qui est l'humanité, qui est une population. Donc, une intervention sur tel type de personne et qui passe à la descendance va avoir un impact au-delà de cette personne même. Donc, il va falloir faire une évaluation éthique globale, basée sur des valeurs qui sont en relation avec diverses questions relevant notamment du transhumanisme, de l'expérimentation animale, protection de l'environnement, impacts sociétaux. En fait, il faut une vision globale des choses. D'où la nécessité d'un débat de société intelligent, inclusif. Ça veut dire des scientifiques, mais de différents domaines, que ce soit la biologie moléculaire, les sciences médicales, les sciences animales, les sciences sociales, l'écologie, mais à côté des scientifiques, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai entendu, il faudra que les scientifiques et les régulateurs se penchent. Non, parce que justement, ça concerne tout le monde. C'est vraiment un débat de société avec aussi bien les sociétés civiles, les communautés, les citoyens, parce que tout le monde a le droit de pouvoir définir quel sera l'homme de demain. Est-ce que nous avons, quelle est notre position par rapport à certains types de choix? Il y a également nécessité d'études d'impact écologique, économique, sociétal en vue d'un développement durable qui soit véritablement, qui corresponde à un développement qui n'amène pas d'autres inconvénients autres. Mais nécessité, on a dit aussi, d'une gouvernance mondiale et de conventions internationales. Parce que, évidemment, si vous avez la permissivité ici et pas là, mais vous n'allez rien régler parce que, de toute façon, les gènes ne restent pas dans un endroit. Si vous dites que vous êtes d'accord pour faire un lâcher de moustiques à tel truc, à moins d'être dans une île du Pacifique isolée, il n'y a pas la frontière qui va retenir le moustique. Donc, il faut que vous vous mettiez d'accord pour avoir une démarche ensemble. Et pour d'autres types d'interventions, c'est à un niveau peut-être plus large. Et donc là, on a besoin, nous, de pouvoir se mettre ensemble et réfléchir. Parce qu'en conclusion, l'édition génomique constitue à la fois un espoir et un défi éthique. Elle ouvre sur des opportunités de réponse à des problématiques associées à divers domaines de la vie, comme on a eu à le voir. Elle suscite cependant des questionnements éthiques pour lesquels il est important de mettre en place des cadres de réflexion appropriés afin que nos pays ne soient pas absents de la réflexion globale. La mise en place de comité national de bioéthique pourrait constituer une réponse à ce besoin impérieux. Et pour finir, je voulais juste pour vous montrer que la bioéthique n'était pas du tout étrangère à l'Afrique. Vous citez cette citation rapportée par la tradition orale qu'on attribue à Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali au XIIe siècle. Pour qu'un pays vive et s'ouvre à la prospérité, il doit contenir des hommes. Sinon, il connaîtra la désolation et la tristesse. L'homme est le joyau de la terre, donc il doit être protégé. Je vous remercie.